Monsieur le Président, chers consoeurs, chers confrères, Mesdames, Messieurs, j'ai le plaisir d'introduire notre conférencier du jour, Thierry Conroy, collègue médecin et professeur d'Université de Lorraine et aussi camarade de fac et d'internat. Nous nous connaissons depuis 50 ans. Thierry Conroy a fait l'essentiel de sa carrière en Lorraine. Son cursus médical est couronné par sa thèse de doctorat en 1982, après avoir acquis de nombreux diplômes. Petite histoire, c'était possible à l'époque par la validation de plusieurs spécialités lors de l'internat des hôpitaux universitaires de Nancy, dont il réussit le concours en 1977. Ces spécialités sont prestigieuses: hématologie, hépatogastro-entérologie, pneumologie, et puis aussi la médecine interne qu'on validait à l'époque à la suite d'un clinica assistanat dans un service de médecine interne, ce qu'il a fait dans le service de médecine interne et hématologie du CHRU de Nancy. Il complète sa formation en génétique à Strasbourg en 88, en oncologie expérimentale et clinique à Villejuif et à Nancy de 85 à 93 et aussi en pharmacologie à Nancy en 90. Le sort en est jeté, il sera oncologue dans sa pratique médicale et cancérologue dans sa dimension médicale et scientifique. C'est ce que ChatGPT m'a enseigné, la différence entre la cancérologie et l'oncologie, mais ça Thierry peut-être commentera. Sur le plan universitaire, il obtient l'habilitation à diriger les recherches en 1990 à Nancy. Il est nommé professeur des universités praticien hospitalier au concours de 1993 et il effectuera toute sa carrière au centre Alexis Vautrin, qu'on en a bien connu, devenu Institut de cancérologie de Lorraine, l'ICL, que tout le monde connaît. Il exerce aussi des fonctions universitaires à la faculté de médecine de Nancy et au sein d'équipes de recherche, étant membre de l'équipe d'accueil EA 4360 de l'école de santé publique de la faculté de médecine depuis 1995, qui est devenue l'unité INSERM Inspire UMR 1319 en 2024. Professeur de classe exceptionnelle à la fin de sa carrière, il est professeur émérite de l'Université de Lorraine depuis septembre 2023. Les principales fonctions hospitalières qu'il a exercées: assistant chef de clinique en hématologie en 82 à 84, oncologue médical à l'Institut de cancérologie depuis 1984, et il a aussi eu une activité à temps partagé de 93 à 2012 avec le service de chirurgie digestive du CHRU de Nancy, ceci pour souligner au passage la collaboration très étroite entre le CHRU, bien sûr, et l'Institut de cancérologie de Lorraine. Il a été sous-directeur, puis directeur général de l'ICL, de 2012 à 2022. Il a aussi été en 2015 directeur général par intérim du centre Paul Strauss à Strasbourg. Il est élu vice-président du réseau Unicancer en 2019, fonction qu'il exercera jusqu'en 2022. Dans le cadre de ses fonctions universitaires, il a mis en place l'enseignement interrégional du diplôme d'études spéciales d'oncologie en 1988. Compte tenu aussi de sa formation gastro-entérologique, ses principaux thèmes de recherche ont concerné la stratégie de prise en charge pluridisciplinaire des cancers de l'œsophage, du pancréas, du côlon et du rectum, la qualité de vie et la satisfaction des soins des patients atteints de cancer, la coordination de recommandations régionales, nationales et internationales en Europe, en Asie et aux USA sur la prise en charge des cancers digestifs. Concernant ses activités de recherche, il a été secrétaire puis président de 2007 à 2010 du groupe de recherche national sur les cancers digestifs, l'UCGI, puis cofondateur de l'intergroupe de recherche clinique Prodige en 2006. Ses contributions scientifiques sont nombreuses. 367 publications dans des journaux scientifiques, 30 participations à des ouvrages, 2 livres, 194 invitations comme conférencier dans des congrès scientifiques. Il est aussi l'organisateur de 14 congrès ou séminaires à Nancy, à Vittel, mais aussi à Ulm, Barcelone et Zurich. Elles lui ont valu des récompenses: prix de thèse et lauréat de la faculté de médecine de Nancy, prix national santé du magazine La Recherche en 2012 et le prix annuel de la Société européenne d'oncologie médicale, l'ESMO, à Berlin en 2025. Cette brillante carrière d'oncologue hospitalo-universitaire au service des patients de l'Institut de cancérologie de Lorraine, dont je ne fais qu'une courte synthèse, le prédisposait bien sûr à conter l'histoire de la cancérologie et en particulier le rôle de ses pionniers et illustres successeurs en Lorraine. J'ajoute que Thierry Conroy est un passionné dans bien d'autres domaines, les arts en général, et la musique et la peinture en particulier, ayant eu l'occasion de donner ces dernières années plusieurs conférences concernant les liens entre art et médecine.
C'est d'ailleurs lors du colloque Arrêt Santé, organisé en septembre 2024 par notre académie et l'Académie Stanislas, colloque que nous présidions avec Éric Germain, que je retrouvais Thierry et que le projet de cette conférence de l'ALS a été envisagé. C'est une suite naturelle à ce vaste travail de médecin et d'historien des sciences qu'a mené Thierry Conroy, concrétisé également par l'exposition que peut-être beaucoup d'entre vous ont vue à l'Institut de cancérologie de Lorraine, et que, pour ma part, j'ai admiré à plusieurs reprises lors de mes promenades dominicales avec mon épouse Catherine dans les jardins du château de Montaigu. Je cite également son livre « 100 ans de cancérologie en Lorraine », préfacé par Philippe Claudel et publié en 2025 par Lire à l'Est. Il est encore possible de se le procurer, mais vous avez ici des exemplaires qu'il vous dédicacera, et je précise tout de suite que la somme sera remise à l'ICL. Cher Thierry, à toi la parole pour 40 minutes. Merci beaucoup Jean-Dominique pour cette présentation. Merci aux académiciens pour leur invitation. Merci à tous pour votre présence. Donc je vais essayer de vous montrer comment, par leur persévérance, mais aussi leurs amitiés politiques et l'aide des philanthropes, un nombre de scientifiques sont passés par la Lorraine, ont vécu en Lorraine, où ils ont demeuré quelques années à l'occasion des guerres. Alors, je suis pas dans mon sens, a priori. Voilà, je dois remercier beaucoup de musées et d'archives qui m'ont autorisé à utiliser leurs documents, et un nombre de documents sont totalement inédits. Alors le cancer, à la fin du 19e siècle, apparaît comme une maladie sociale et surtout comme la maladie de l'avenir, même si elle n'a pas la mortalité de la syphilis ou de la tuberculose. On sent que c'est une maladie extrêmement grave pour laquelle les traitements ne sont pas au point. Les exemples dans l'histoire, et en particulier le décès affreux d'Anne d'Autriche, sont dans la mémoire de tous. Et c'est une maladie qui est crainte parce qu'on n'en connaît pas la cause. On a surtout très peur que ce soit une maladie contagieuse par l'eau, par les égouts, et qu'il y ait des maisons à cancer, qu'il y ait des villages à cancer. Et on a l'idée à l'époque que c'est une maladie qui touche presque exclusivement les femmes, parce que tout simplement c'est une maladie du vieillissement et que les femmes vont vivre plus longtemps que les autres. Mais le fait que ce soit une maladie potentiellement contagieuse font qu'il y a une vraie peur des patients atteints de cancer dans les hôpitaux, dont ils vont être repoussés, et heureusement il y a des institutions charitables qui vont les prendre en charge. Alors ça va changer au milieu du 19e siècle, déjà par la mise au point de l'anesthésie générale à Boston et à Édimbourg, par le lavage des mains qui va réduire considérablement la mortalité opératoire, d'abord en obstétrique, puis en chirurgie. Et en chirurgie, on a écrit partout en France que le pionnier de l'antiseptie était Lucas Championnière. En réalité, c'est Frédéric Gross qui a été le premier, en tout cas, à appliquer, à démontrer la méthode antiseptique de Lister, qui a eu plusieurs variantes de ces tampons phénolés, et publié à l'hôpital Saint-Léon à Nancy, une diminution drastique de la mortalité opératoire qui va être un pas extrêmement important qui permet d'appliquer les premières opérations héroïques que l'on va avoir en cancérologie, dans le cancer gastrique, le cancer de l'utérus. Puis l'autre grand progrès que vous connaissez bien sûr, c'est la découverte des rayons par Röntgen. L'électricité n'est pas courante, donc on va utiliser une bobine de Rumschoff. Voilà ce qu'on avait à Nancy, bobine de Rumschoff qui est utilisée par exemple, en tout cas décrite dans 20 000 lieues sous les mers par Jules Verne. Cette bobine donne, grâce à un générateur, des influx électriques très importants qui vont permettre de faire fonctionner les premières machines de rayons X et plus tard ceux de radiothérapie. Alors, les premiers radiologues français sont lorrains. Ils vont quelques semaines après, même quelques jours après la publication allemande de Röntgen, dont ils sont avertis car ils lisent l'allemand, ils vont
tester et reproduire l'expérience de Röntgen. Quelques jours, semaines plus tard, ils sont invités par Henri Poincaré pour le présenter à Paris, à l'Académie des sciences. Et voilà, Toussaint Barthélemy né à Nancy, Paul Hudin né à Épinal. Ça sera les premiers radiologues français. À Nancy, c'est Théodore Guillauze qui réalise les premières radiographies. Alors, même si 3 mois après les découvertes de Röntgen, le matériel pouvait être acheté, pouvait être commercialisé, lorsque la guerre de 14 éclate, il y a que 14 sites en France qui ont la radiographie, même s'il y a 107 radiologues, essentiellement militaires, qui ont été formés par le professeur Becquerel à Paris. Donc, vous avez ici l'historique, vous connaissez la découverte de la radioactivité naturelle, les premiers rayons qui permettent une régression d'une tumeur de l'estomac en Savoie, l'identification du Röntgen. Et c'est à Metz en 1902 qu'ouvre la première institut de rayons Röntgen qui va servir essentiellement à diagnostiquer des fractures. Et Marc Reis, qui était le pionnier messien, a la mauvaise idée d'inaugurer en même temps, ou un peu plus tard, à peine plus tard, un émanatoire, un spa au radon, où on peut faire des bains de radon radioactif et respirer du radioactif, ce qui lui a assuré une bonne clientèle ultérieure de cancer bronchique, puisque évidemment c'était extrêmement dangereux. 2 ans plus tard, on découvre que le radium peut faire régresser les tumeurs cutanées à Paris. Et en 1906, à la Société de médecine, alors que nous avons aucune épidémiologie, aucune réalité, aucune certitude sur le nombre de cas en France et le nombre de décès, Léon Hoche, anatomopathologiste à Nancy et futur directeur du Centre de lutte contre le cancer de Lorraine, dit qu'il faut faire un plan d'action. Et son collègue chirurgien Alexis Vautrin dit oui, il faut créer une ligue contre le cancer. Ça ne se fait pas. L'idée est reprise à Paris 12 ans plus tard. Alors si on connaît Léon Hoche aujourd'hui, c'est surtout par sa belle maison rue Émile Gallet et l'un de ses vitraux de sa maison qui est aujourd'hui au musée de l'école de Nancy. Alors Alexis Vautrin, c'est un condisciple du futur président de la République Raymond Poincaré dans ses études à Bar-le-Duc. Il est agrégé pour 6 ans. Au bout de 6 ans, il n'a pas de chaire. Il est obligé de s'installer dans une clinique. Et c'est un virtuose. Il va créer la clinique Sainte-Marie, qui est aujourd'hui rue Prouvé. C'est une célébrité pour laquelle on vient de toute la région pour se faire opérer. Il va créer des techniques chirurgicales pour le cancer du pancréas ou pour le cancer du testicule qu'on utilise toujours aujourd'hui et qu'il a été le premier à décrire. Et il va succéder seulement en 1914 à son maître et témoin de mariage, le professeur Gross, après un passage comme enseignant de dermatologie à la Maison Saint-Charles. Et puis, ça va être le premier enseignant de gynécologie à la faculté de médecine en 1924. Alors, il a une opportunité en 1911 où probablement une de ses malades, on ne sait pas, en tout cas la femme d'un papetier de la rue Saint-Dizier, va faire en mémoire de son mari, veut faire une fondation dont Alexis Vautrin va être le mandataire pour créer un institut de gynécologie compte tenu de la mortalité considérable des femmes. On a lissé les plans de cet institut où tout était prêt. L'architecte départemental, le département avait donné son accord, mais le vice-président de ce qui deviendra l'hôpital central, l'hospice civil de Nancy, le vice-président qui est un élu, qui s'appelle Alfred Krug, est assez réticent pour différentes raisons.
Alors Alfred Krug, c'est un radical socialiste qui est élu de la ville. C'est lui qui va faire les maires, qui est l'homme important de la ville. C'est un industriel multicarte. Et pour faire le lien avec l'exposé précédent, c'est un propriétaire terrien qui va faire une proposition de loi pour le remembrement et l'utilisation massive d'engrais chimiques de façon à augmenter les rendements. Il a également une boissellerie près d'ici qui va essentiellement faire des pinces à linge, des porte-manteaux, etc. C'est un des fondateurs de l'Est républicain, puis de l'Étoile de l'Est favorable aux francs-maçons. Il est dans tous les conseils d'administration des grosses entreprises de la ville, vénérable de la Loge Saint-Jean de Jérusalem. Il voit le maire de Nancy tous les matins et le préfet presque tous. Et ça va être le vice-président qui va faire passer l'hôpital civil de 1008 à 2800 en l'espace d'une trentaine d'années. Il va d'abord construire pour la dermatologie l'hôpital Maringer, puis l'hôpital Vimin, qui est un sanatorium à l'époque, et puis il va aménager pour l'allaitement la maison Marin qui a été prise au clergé au moment de la séparation de l'Église et de l'État. Alors la gynécologie, il n'est pas trop d'accord parce qu'il estime d'abord que les femmes peuvent être traitées dans les services de médecine et de chirurgie existant. Il pense qu'un institut de gynécologie n'a pas de sens, surtout s'il est autonome, que cette spécialité de gynécologie n'existe pas à la faculté, que de construire devant la future maternité régionale, pour lequel il n'est non plus pas d'accord, un institut dont on a les plans, qui aurait dû être à la place aujourd'hui de l'école Émile Gallet. Tout ça ne sera pas rentable et que d'ailleurs le préfet, dont il est le responsable pour les hospices civils, n'a pas donné son accord, probablement parce qu'il l'a jamais demandé d'ailleurs. Dans le même temps, en 1906, Claudius Regaud, qui est un Lyonnais, va découvrir que rayons X et radium ont les mêmes propriétés. Tous les deux attaquent le noyau, les acides nucléiques de la cellule. Ça sera le premier à décrire l'ADN avec 60 ans d'avance. Et il va, alors qu'il est anatomopathologiste, histologiste, spécialiste des tumeurs sous le microscope, il va être le premier à traiter des tumeurs dont il va s'apercevoir que l'efficacité du traitement dépend du facteur temps. C'est-à-dire, si on étale les rayons dans le temps, on sera beaucoup plus efficace. Dans le même temps, alors que Marie Curie a eu 1 puis 2 prix Nobel, il faut absolument le retenir en France, qu'elle ne parte pas en Pologne. Donc, l'Institut Pasteur et l'Université de Paris vont décider de créer un institut du radium qui va être financé par un banquier, Osiris, qui a donné tous ses biens à l'Institut Pasteur. Osiris, c'est le créateur des Restos du Cœur, vers 1890, avec un bateau qui était à Bordeaux, où il habitait, qui servait les repas aux pauvres matin et soir. Alors que l'Institut du Radium va avoir une double direction, Claudius Regaud pour la radiophysique et les applications médicales des rayons, qui était l'origine, qui était exigée par Osiris, Marie Curie va être responsable de la physique-chimie et presque tout est prêt lorsque la guerre éclate. Osiris, on le connaît bien à Nancy, parce que c'est lui qui a donné la statue de Frémiet, qui a donné la crèche qui existe toujours, la fondation Osiris qui nous a fourni les vaccins antitétaniques et antidiphtériques et la première bactériologie pendant une bonne 50aine d'années. Je vous invite d'ailleurs à aller voir au 8 mai si la statue de Jeanne d'Arc est fleurie, puisqu'il y a eu un don à la ville de 46 millions d'euros pour que ce soit fait éternellement. Alors, la guerre va éclater et les consignes vis-à-vis des blessés n'ont pas changé. Pourtant, le responsable de la clinique chirurgicale A, le professeur Weiss, avait annoncé que les blessures de guerre
avaient changé de type. Non, elles sont plus stériles comme on le croyait. Les shrapnels, les obus, ça fait des plaies qui sont infectées. Il faut trier les blessés, il faut traiter les plaies, il faut pas renvoyer les gens chez eux sans désinfecter les plaies. Il faut faire un sérum antitétanique, il faut former les chirurgiens. Tout le monde reconnaît qu'il a raison, sauf que les ordres n'ont pas suivi. On n'a pas encore réuni la commission qu'il fallait, et le directeur du service de santé des armées, ancien directeur du Val-de-Grâce, le général Delorme que vous voyez assis à cheval sur le règlement, n'a pas transmis. Il sait que c'est ça qu'il faut faire, mais l'ordre reste déblayer vers l'arrière tous les blessés sans aucun traitement. Et donc les trains sanitaires vont devenir des mouroirs avec une mortalité catastrophique. Et c'est là que Claudius Regaud est affecté à Gérardmer sur 10 ambulances, des hôpitaux militaires derrière le front. Et il va dire les consignes ne sont pas raisonnables. Il faut désinfecter, il faut faire les vaccinations antitétaniques, il faut garder sur place les blessés les plus graves. Et il est aidé par 2 filles d'Alexis de Vautrin, qui a 4 filles. On reverra les 2 autres filles tout à l'heure. Ici, c'est Suzanne, qui a été reconnue sur les photos par un de ses arrière-petits-fils. Et j'avais les courriers que j'ai trouvés à l'Institut Curie, qui de toute façon témoignent de l'envoi des photos que je vous présente et des remerciements réciproques de Regaud et de Madame Bouchère, puisque c'était une fille, elle avait épousé le futur maire de Gérardmer, Monsieur Bouchère. À Gérardmer, et ça aussi c'est une découverte, Claudius Regaud dispose de la première voiture radiologique. C'est une de Dion Bouton, celle du docteur Lesage, qui a été le prix de la Croix-Rouge en 1913 à Washington. Et vous voyez le courrier Claudius Regaud qui, par précaution, gardait le brouillon de tous ces courriers, puisqu'il faisait quand même quelque chose qui avait été clairement interdit par l'armée, ce qui fait qu'on a pu tout reconstituer. Mais Claudius Regaud est donc histologiste. Il devient chirurgien, puisqu'il y a 21 000 médecins sur 22 000 qui sont recrutés comme médecins militaires. Il n'a pas le choix, il devient chirurgien, il va devenir radiothérapeute, radiophysicien, et il est donc multicarte. Il va être décoré par Raymond Poincaré. Pendant ce temps-là, Justin Godard, qui a été invité aux fêtes de Nancy, on a invité fête de la gymnastique organisée par Monsieur Krug, on fait venir Sadi Carnot, c'est son premier rôle avant d'être avocat. Lorsqu'à la guerre, il est mobilisé comme brancardier à Tannes, puis à Bruyères, il rencontre Claudius Regaud, qui lui raconte comment fonctionne le service de santé des armées et que ça ne va pas du tout. Et quand Justin Godard est nommé sous-secrétaire d'État à la guerre et responsable du service de santé militaire, il va faire venir, et vous le voyez en face de lui, Claudius Regaud, en charge de la réforme du santé service. À tous les deux, ils font un travail extraordinaire pour réformer tous les hôpitaux militaires, nommer des médecins compétents à la place des militaires, faire de la réhabilitation, créer des enseignements. Et en particulier, Regaud va créer un service pluridisciplinaire qui va former les médecins militaires français, mais aussi américains, à une approche scientifique et pluridisciplinaire des soins, comme il l'avait connu à Gérardmer. C'est-à-dire qu'il va dire le chirurgien n'est plus la personne qui décide seule. On a besoin des bactériologistes, des radiologues, des chimistes, des anapathes. Et ça devient une vraie faculté de médecine de guerre. Évidemment, les facultés de médecine le prennent assez mal, et tout ça va disparaître après-guerre très rapidement. Regaud comme Justin Godard vont être au placard l'un et l'autre. Quand Justin Godard va être forcé à la démission en 1918, il va aussitôt créer la Ligue franco-américaine contre le cancer, puisque c'était le nom de l'époque, dont il va rester président pratiquement 40 ans. Dans les membres fondateurs, on a François de Vindel,
des forges de Lorraine. Et l'idée, c'est le cancer peut être guéri s'il est traité à son début. Et on est toujours dans l'idée que, comme la tuberculose et la syphilis, le cancer est une maladie sociale. Peut-être qu'on l'a mérité, peut-être que c'est héréditaire. Ce qui va changer les choses, c'est qu'on a peur à la fin de la guerre que les Allemands reviennent. Et donc, l'idée est de guérir pour disposer plus de soldats. Si on guérit les patients cancéreux, on s'aperçoit qu'on est en recruté des soldats de plus en plus âgés du fait des besoins à la bataille de Verdun. On se dit, il faut guérir les cancers, et le professeur Bergonié à Bordeaux dit, il faut faire des usines à guérir. Et quand il reçoit la Grand Croix de la Légion d'honneur, il va dire au maréchal Pétain que mon premier but en soignant les cancers, c'était de vous fournir des hommes pour l'armée. Le gros souci, c'est que le radium, l'alternative aux rayons X, a un coût absolument astronomique, 20 fois le prix du diamant le plus pur. Et donc, la France manque d'hommes si jamais les Allemands reviennent. Et on a entre pratiquement 2 millions de morts entre la guerre et la grippe espagnole en 1918. Et Alfred Krug va sortir un livre sur la repopulation primé par l'Académie française, qui explique que les Français vont pas à leur travail. En particulier les Françaises, il faudrait les remplacer par des Polonaises qui sont capables d'avoir plusieurs douzaines d'enfants. Voilà. Il explique que vous voyez la deuxième ligne, si les maris sont infidèles, c'est parce que la soupe est pas bonne à la maison, et par conséquent, il faut former très jeunes les jeunes filles dès leur plus jeune âge à faire correctement la soupe, le ménage, et surtout qu'elles abandonnent la broderie et la dentelle, qui est dramatique pour la France, et qu'il faut déjà qu'elles mettent de l'ordre et de la propreté dans leur maison. Tout ça montre qu'il était quand même pas très favorable, effectivement, au legs boulanger, et il va proposer toutes sortes de locaux possibles pour l'Institut de gynécologie. Chaque année, il y a une proposition différente, et puis on revient en arrière en disant c'est pas possible. Les propositions financières sont énorme, et on annonce des millions de francs de coûts d'ouverture de cet institut de gynécologie, alors qu'il va coûter finalement 92 000 francs, et qu'il y a d'autres priorités, et en particulier celle de créer un temple protestant à l'hôpital civil. Krug est venu de Strasbourg à l'âge de 13 ans, ses parents sont des optants, et on va nous dire pendant des années et des années que la gynécologie n'est pas prioritaire. Il faut faire de nouveaux locaux, l'ORL, l'urologie, la cuisine, un service d'hydrothérapie. Et finalement, la décision prise, c'est d'accueillir plus de malades payants. L'hôpital civil a été saigné après la guerre, et on se dit, Krug dit, si on fait un accueil prestigieux et non plus l'entrée que vous voilà, qu'on fait un dôme central magnifique comme c'est le cas à Lyon, ça donnera confiance dans la qualité des soins. Et puis on va faire un bâtiment juste à côté qui au départ était un bâtiment prévu pour les consultations, et qui va accueillir, ce sera un deuxième hôpital Bon Secours pour faire venir des malades payants. Pendant ce temps-là, Jacques Parizeau va réorganiser ce qui va être le programme mondial de prévention de la tuberculose, de la syphilis, et devenir l'homme indispensable de la prévention, suite à son livre avec le doyen Spillman, Guérir est bien, prévenir est mieux. Il va prendre finalement la responsabilité de l'office d'hygiène contre la tuberculose pour les militaires, et transformer ça en association départementale, avec lequel il va avoir une baisse de la mortalité extrêmement rapide.
On est toujours donc dans l'idée que cancer, syphilis, tuberculose, c'est la même chose. J'ai découvert avec surprise que Jacques Parizeau est en fait le beau-frère des deux filles que je vous ai pas présentées, d'Alexis Vautrin, les deux autres, Marguerite et Madeleine, qui ont épousé des fils du sénateur Michaud. C'est le coprésident des cristalleries de Baccarat, premier adjoint à la ville de Nancy, conseiller pendant plus de 20 ans, sénateur, ami de Raymond Poincaré, et lorsque les ennuis vont arriver pour Alexis Vautrin, c'est probablement lui qui a obtenu l'accord du maire de Nancy. Pendant ce temps-là, Claudius Regaud va créer donc un dispensaire, d'abord à l'hôpital Pasteur, puis le pavillon Pasteur au futur Institut Curie. Il va s'entourer de personnes qu'il a connues, entre autres à Gérardmer, dont Raoul Coutard, qui avait la petite Curie numéro 6. Et il va prouver l'efficacité du traitement, et en particulier chez les femmes. Les résultats dans le cancer du col de l'utérus sont extraordinaires. Et il va les publier assez vite. Alexis Vautrin va les connaître. Il va publier un des premiers cas en France de réponse complète par le radium. Et Regaud dit, et ça c'est extrêmement contesté, et c'est extrêmement novateur pour l'époque, la question qui se pose devant un cancer, c'est pas est-ce que le malade est opérable, c'est est-ce que la chirurgie est le meilleur traitement possible, est-ce qu'il n'y a pas une association thérapeutique qui serait plus efficace. Évidemment, c'est un scandale absolument terrible, alors qu'aujourd'hui c'est évidemment un standard. Et il dit, voilà, le traitement du cancer est une affaire d'équipe thérapeutique comme l'était la chirurgie de guerre. D'où le lien avec Gérardmer et l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure du traitement des plaies. Et soins, enseignement, recherche doivent aller ensemble, ce qui a aussi 60 ans d'avance sur la loi Debré. Pendant ce temps-là, un élève de Claudius Regaud, un héros de la guerre, amputé du bras droit alors qu'il était droitier, a appris la curithérapie, le traitement par radium, auprès de Claudius Regaud et d'Antoine Becler à Paris. Et il va voir Alfred Krug, le directeur des hospices civils. Alexis Vautrin fait de même. Krug dit c'est beaucoup trop cher. Jean Roy lui dit mais j'ai l'accord de Solvay à Dombasle qui va financer. Et Krug leur répond je vais prendre l'avis de la faculté de médecine. Le doyen Meyer, comme l'ensemble du conseil de faculté, rendent un avis enthousiaste, mais en disant le radium, il faut une radioprotection, il faut mettre du plomb, sinon vous allez prendre un risque pour les personnels et pour les malades aussi. Et un rapport est joint par le professeur Lambert, qui est physicien. Vous voyez son buste à la faculté. Et Alfred Krug dit, puisque on prétend me donner à moi, élu municipal, des conseils, que la faculté se débrouille toute seule avec le traitement du cancer. Nous, on ne fera rien. Et quelques mois plus tard, Alfred Krug donne sa réponse sans avoir consulté l'ensemble du conseil de la commission administrative. Il dit le radium c'est trop puissant. D'ailleurs, on ne sait pas s'il faut faire ou non d'une radioprotection. Personne n'est d'accord. Et s'il y a des rayons à faire un jour, c'est en ORL et en urologie qu'on en a besoin, pas en gynécologie. Voilà. Et donc le docteur Roy va s'installer en ville, rue Saint-Dizier, au-dessus de la Sorbonne d'ailleurs, de l'ancienne Sorbonne, et il va traiter les patients des cliniques avec des radiums qu'il est en clinique. Voilà, ça la plaque que m'avait prêté sa famille pour la photo que je vous présente. Pendant ce temps-là, Paul Strauss, qui est le premier ministre de l'Hygiène, ce qui va être le ministère de la Santé, est invité à l'Assemblée générale de la Ligue contre le cancer. Il est absolument convaincus qu'ils ont raison, que rayons et radium, c'est la solution, qu'on va pouvoir guérir des malades. À l'époque, on pouvait prendre des décisions en moins de 2 mois et mettre en place une structure de lutte contre le cancer en 6 mois. C'est ce qui va arriver. Il va créer une commission dans laquelle, pour Nancy, on aura Léon Hoche, et vous voyez le futur l'inventeur du cinématographe Auguste Lumière, qui représentait Lyon avec Léon Bérard.
Et c'est là où la lutte contre le cancer devient une cause nationale. À Bordeaux, le professeur Bergonier fait un rapport sur les centres de lutte contre le cancer. Le rapport est adopté à l'unanimité. Et en novembre, il s'est passé donc à peine 6 mois, Paul Strauss envoie à tous les préfets des villes où il y a une faculté de médecine, c'est le cas à Nancy, on a la 3e faculté de France, ou une école de médecine, il faut créer un centre de lutte contre le cancer. Il va falloir qu'il écrive 2 fois au préfet de Meurthe-et-Moselle pour avoir une suite. Il dit il faut consulter les facultés et les commissions administratives des hospices. Et d'emblée, il dit triple mission, soins, enseignement, recherche, parce que la cancérologie, on ne sait pas tout et on ne peut progresser, comme ça a été dit tout à l'heure, qu'avec la science. Alors, Alfred Krug en a entendu parler de ce rapport, mais il a prévenu, il a fait voter la liste de priorités par la ville de Nancy, et dans cette liste de priorités, un éventuel centre de lutte contre le cancer est la 22e priorité, c'est-à-dire qu'on va la faire dans 10 à 20 ans, puisqu'il vaut mieux agrandir la morgue plutôt que de soigner les malades. Ça, c'est une vraie priorité. Et donc, en décembre 1922, Krug liste aux 5 membres avec lui de la commission administrative la circulaire du ministre. Il estime qu'il n'est pas du tout concerné, que c'est une affaire qui concerne la faculté, point. Pendant ce temps-là, le legs Boulanger n'avance pas. Il y a une fortune qui a été placée et on est toujours avec l'idée de faire un temple protestant, des magasins généraux. Peut-être on pourrait utiliser l'ancienne fabrique manufacture de chaussures, Fermin-Lobau. Le bâtiment existe toujours, c'est le service hiérarchique du CHU aujourd'hui. J'ai découvert récemment qu'en fait, si Alfred Krug s'était opposé à l'utilisation de ce bâtiment, c'est peut-être aussi parce qu'il y avait habité avec ses parents en arrivant à Nancy en 1872. Ils peuvent acheter cet immeuble grâce au legs des biens d'Alfred Hinzelin, avec un procès qui a duré avec la famille une bonne 30aine d'années. Toujours est-il que un puis 2 préfets vont insister, et le rôle des politiques a été majeur dans la création d'un centre de lutte contre le cancer à Nancy. Ça a d'abord été Monsieur Duponteil puis André Magre qui disent non. Le ministre est clair, il faut aboutir à brève échéance voilà, le doyen Meyer mort brutalement dans son bureau en octobre 2023. C'est Monsieur Spielmann qui va prendre la suite. Le financement du radium et des machines de radiothérapie est obtenu de l'État. C'est des sommes tout à fait internationales. Et c'est la Belgique qui remporte, le roi des Belges en l'occurrence, qui va remporter le marché par ses mines du Haut-Katanga. Donc le nouveau doyen que vous voyez représenté ici dans une revue humoristique avec le livre qu'il a co-signé avec Jacques Parizeau sur l'affiche au dos, il convoque une réunion sur la lutte contre le cancer. Le représentant de la commission des hospices donne sa démission, disant on n'est pas concerné, et la faculté de médecine propose le professeur Vautrin comme directeur de futur centre anticancéreux. Le préfet convoque une réunion et il est convenu que ça va être sous l'autorité de l'Office d'hygiène sociale de Jacques Parizeau, puisqu'il n'y a pas d'accord de l'hôpital central. En mars 1924, le ministre crée le Centre de lutte contre le cancer de Lorraine. Ça sera le 5e de France. Il crée en même temps un comité de plusieurs chercheurs de Nancy que vous connaissez bien. Déjà, Jean-Paul Vuillemin, qui était membre de cette société, de cette académie, créateur du concept d'antibiotiques. Lucien Queneau, qui est méconnu et qui a été le premier à décrire au monde la prédisposition familiale de certains cancers, que ce soit chez l'animal ou chez l'homme, et Eugène Massé, premier bactériologue,
Krug, le directeur de l'Institut Osiris, parce que la bactériologie, ça a toujours été quelque chose d'extrêmement important. Alfred Krug n'est toujours pas d'accord. Le ministre a décidé, oui, mais à Nancy, c'est lui qui fait la loi. Il estime que Jacques Parizeau n'a pas lu le testament de Madame Boulanger. L'Office d'hygiène sociale, ce sont des incapables, pourtant ils sont connus mondialement. Réunir CLCC et Institut Boulanger, ce qui était la demande d'Alexis Vautrin, c'est pas possible. On se moque de l'avis des héritiers qui ont signé devant notaire, comme quoi ils étaient tout à fait d'accord. Jamais on pourra réunir 4 spécialités différentes de médecins dans un même hôpital, ce qui était la demande de la création de tous les centres de lutte contre le cancer. Et donc le président Krug annonce qu'il va poursuivre Alexis Vautrin en justice. C'est un employé des hospices civils et il n'a pas le droit de prendre un poste au centre de lutte contre le cancer. Il va écrire au premier adjoint de Nancy, futur maire, Dr Schmitt, en disant que les cancéreux, ça va nuire à la réputation des hospices civils, à la rigueur, on pourrait mettre le CLCC dans des dépendances, dans une remise du jardin, dans un chenil, une écurie, une partie à la Maison Marin, que l'usine de chaussures en ruine permettrait d'hospitaliser les patients, pourvu qu'ils rentrent par l'arrière, par l'ophtalmo, par la cour centrale, que personne ne voit ces malades. Voilà. Vautrin et Spillmann demandent à être entendus par la commission administrative. Krug ne vient pas, il a piscine ce jour-là. Et le maire de Nancy vient personnellement, puisque c'est lui le président de la commission, mais généralement il est représenté par le vice-président Krug. Et il est convenu que le CLCC va être dans l'immeuble, la manufacture de chaussures, dans lequel il va falloir faire de gros travaux, en contrepartie de la gratuité des soins et du radium pour les hospices civils, que les médecins du centre travaillent gratuitement, ce qui va être le cas jusqu'en 1945, l'ordonnance du général de Gaulle, et le professeur Vautrin sera directeur des deux, donc le compromis paraît correct. Le centre anticancéreux à l'immeuble, le rez-de-chaussée et le sous-sol. L'Institut de gynécologie est au premier étage et une école d'infirmières voulue par Krug aura le 2e et le 3e étage. Et la commission administrative dirige les travaux qui vont durer 18 mois pour des raisons diverses. On va ouvrir premier traitement de radiothérapie fin décembre 2025, premier patient hospitalisé janvier 2026, donc il y a tout juste un siècle. Entre-temps, Jean Roy aura traité les patients par radium, on aura quand même soigné les patients. Et finalement, tous les financements vont être fournis par les cotonniers des Vosges, 99 entreprises vont accepter, avec l'aide du comité des forges de Monsieur de Wendel et la société Solvay, de financer le centre de lutte contre le cancer pour ce qui coûte le plus cher, c'est-à-dire le radium. Il n'y a que 13 lits, on envoie un 2e radiothérapeute, le docteur Gadel, se former chez Claudius Regaud. Le souci, c'est que personne n'a dû lire le contrat. C'était pourtant le banquier Renault, aujourd'hui le magnifique immeuble qui était jusqu'à peu de temps la BNP. Le contrat prévoit que les 2 infirmières et 2 aides-soignantes de l'établissement du centre sont fournies par les hospices civils, mais qu'en contrepartie, les hospices vont prendre 100% des recettes. Et puis, à partir de 1945, 86%, à partir de 1960, 75%. Ça explique les difficultés qu'a eu le centre de lutte contre le cancer pendant une 30aine d'années. Alexis Vautrin décède et Monsieur Hoche va prendre la suite. On ouvre l'Institut de gynécologie Boulanger 16 ans après l'obtention du legs. On est les premiers à publier les résultats à 4 ans, avec de très bons, puis à 5 ans bien sûr, très bons résultats dans les tumeurs du testicule, ce qui était attendu, des séminomes, des cancers du col, des tumeurs cérébrales. Et Krug exige le déménagement du centre de lutte contre le cancer en disant la convention n'était valable que du temps d'Alexis Vautrin et soit vous versez
3 fois la contribution des 6 départements avoisinants. Vous payez 3 fois l'immeuble sans en être propriétaire. Pour permettre la construction de la nouvelle école d'infirmières Art déco qui existe toujours. Soit vous êtes viré et en fait on va récupérer les lits de l'école d'infirmière, le service de gynécologie va partir à l'hôpital Marin. Voilà, d'autres pionniers, juste un mot, puisque le temps passe, pour parler du professeur Challenot, qui a été le premier en France à réaliser au Centre de lutte contre le cancer les opérations pour cancer du poumon et cancer de l'œsophage. Pour cancer de l'œsophage, c'est pas ce que raconte l'histoire de la médecine en France, mais la personne qui a su les résultats de Challenot a fait décaler sa communication de plusieurs années de façon à reproduire ces résultats et les publier en premier. Le professeur Roussel, premier radiologue, premier chef de service de radiologie à l'hôpital de Brabois, était d'abord radiologue et radiothérapeute au centre, et ça, lui qui va, le premier en France, à mettre en place un accélérateur linéaire, qui a été le grand progrès de la radiothérapie dès 1956. Le professeur Kellen Schorn, également dans notre établissement, crée à Nancy le premier service de radioisotopes avec les isotopes radioactifs pour les cancers de la thyroïde. Et bien sûr, mon maître, le professeur Chardot, a ramené des États-Unis en 1955 toutes sortes de techniques héroïques de rattrapage des récidives de cancer et toutes sortes de techniques qui ont rendu d'énormes services à la population nancéenne, et c'était bien sûr important pour moi de lui rendre hommage. Donc vous voyez, avec l'aide de philanthropes, de quelques politiques, un ministre, deux préfets, le maire de Nancy, un soutien politique fort a pu soulever des montagnes par des coïncidences, des rencontres importantes entre personnes, et puis la cancérologie a pu être créée dans 10, 12, puis 20 centres de lutte contre le cancer en France, avec cette mission de prévention, de soins, d'enseignement et de recherche qui a été appliquée au CHU avec la réforme Debré en 1963. Et puis l'ordonnance du général de Gaulle va permettre à tous d'être enfin payés, ce qui est quand même important, d'avoir un statut, d'avoir une indépendance, même si aujourd'hui on participe au service public, mais on n'a pas de secteur privé en centre de lutte contre le cancer. Et puis Monsieur Chardot a créé le centre Alexis Vautrin avec des moyens appropriés, une équipe bien choisie, des locaux plus fonctionnels qui ont donné l'essence 50 ans plus tard à l'ICL. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Thierry d'avoir parfaitement tenu ton temps dans une histoire palpitante que je pense la plupart d'entre vous ignoraient, où on voit que la science ne suffit pas, il faut aussi des décisions politiques et des hommes politiques avisés. Mais vraiment, je pense que quand je passerai devant le pavillon Krug la prochaine fois, je serai moins révérencieux à l'égard de cette personne. Je pense que vous avez des questions, des commentaires. C'est une véritable enquête quasiment policière. Oui, j'aurais une question. Est-ce que les statuts juridiques actuels protègent bien les hôpitaux contre des personnes du type de Monsieur Krug? Est-ce qu'il existe encore la possibilité d'avoir quelqu'un qui a tout pouvoir sur les organismes? Alors, je ne connais pas la réponse, mais j'aurais tendance à répondre négativement. Aujourd'hui, les centres de lutte contre le cancer, les hôpitaux psychiatriques et dans le temps les hôpitaux militaires avaient un directeur médecin, ce qui fait un binôme médecin et personnel administratif. Suite effectivement à des errements de ce type, aussi à l'initiative
de Jacques Parizeau, ont été créés les offices nationaux d'hygiène, l'école de santé publique de Rennes, qu'on a mis d'ailleurs à Rennes pour qu'elle échappe à Jacques Parizeau, qui était tellement plus puissant qu'on l'a mis le plus loin possible de Nancy. Et donc aujourd'hui, je pense que des personnes qui sont extrêmement efficaces. Monsieur Krug était extrêmement efficace, mais avait des idées extrêmement fixes. Il avait un plan qu'il a exécuté parfaitement, qu'il a suivi entièrement, et il a fait des choses extrêmement utiles pour Nancy. Mais c'était quelqu'un qu'on ne pouvait pas changer la vie. On disait de lui à l'époque qu'il était radical socialiste, mais sur la fin de sa vie, il était surtout radical. Voilà. J'ai cru comprendre qu'il est devenu aveugle, mais il l'était déjà avant. Je me permettrai pas, mais effectivement, j'ai lu les textes, son texte de remerciement pour quand il a reçu quand il était commandeur de la Légion d'honneur. Il remercie son épouse parce que c'est elle qui lisait ses textes, qui l'accompagnait et qui signait à sa place. Donc c'était encore la faute des femmes, alors. Je n'irai pas jusque-là. Bien, y a-t-il d'autres interventions? Bon, je crois que c'était parfaitement clair. Et vraiment, il faut féliciter Thierry Conroy, en plus d'en avoir fait un livre, parce que ce qui est toujours troublant, et on le sait, nous, à la LS, comme dans d'autres sociétés savantes de la Lorraine, c'est que beaucoup de choses sont nées en Lorraine. Il y a eu beaucoup de pionniers, des gens exceptionnels, et qui sont passés, si j'ose dire, à la trappe de l'histoire. Et c'est bien dommage. Je crois qu'il faut effectivement rétablir les faits, ce que tu as contribué à faire, et on peut t'en féliciter. Merci.